Bonjour à tous et bienvenue sur Le Bon MJ. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier parce que cette semaine, on a passé la barre des 700 abonnés ensemble et c'est grâce à vous et ça fait super plaisir. Aussi, vous êtes toujours très actifs dans les commentaires, que ce soit pour poser des questions très intéressantes ou proposer des idées pour aider les autres. En parlant des questions que vous posez, je dois vous dire quelque chose. Celles-ci sont généralement très larges. Ça ne me dérange pas du tout, mais y répondre dans une seule vidéo, c'est souvent compliqué. Parfois aussi, vous posez des questions très précises. Et ces questions très précises, c'est assez difficile d'y répondre dans une vidéo aussi, parce qu'elles n'intéresseront pas forcément tout le monde immédiatement. C'est pourquoi, pour moi, il est impossible d'être exhaustif dans mes vidéos, parce que tout d'abord, ce que je dis dans mes vidéos, évidemment, vient de mon expérience et des tonnes de livres que je lis, parce que j'adore le jeu de rôle. Et donc, du coup, pour faire quelque chose de plus précis, j'ai commencé à parfois discuter sur Discord avec certains d'entre vous, mais ça me prend beaucoup de temps. En ce moment, je me suis mis à travailler un petit peu avec une association qui s'appelle Des Jeux et Dragons. J'ai fait une partie jeu de rôle avec eux et ils sont super cool. Et avec eux, on va mettre en place une sorte d'événement sur lequel vous pouvez vous inscrire sur Facebook. Un événement où en fait pendant 1h30, il y a 4 ou 5 personnes qui peuvent s'inscrire et on peut discuter ensemble avec moi et avec ces 4-5 personnes. Donc c'est des MJ débutants. On peut discuter de questions que vous posez et j'essaierai tant bien que mal de vous aider à trouver des réponses à ces questions. Je pense que ça peut être quelque chose de très enrichissant parce que quand on pose une question ouverte à tout le monde sur un groupe Facebook, on va avoir différents sons de cloche. Alors c'est très intéressant d'avoir différents avis, évidemment, mais parfois ça nous aide pas beaucoup à avancer. Parfois, il vaut mieux avoir moins d'options pour faire un choix et pour aller de l'avant, quitte à ne pas apprécier, que ça marche pas, ou à faire des erreurs, etc. Il vaut mieux commencer à faire quelque chose que se poser trop de questions et avoir quelqu'un peut-être qui peut vous donner un avis. Ça peut vous être utile. Donc ça s'adresse exclusivement aux MJ débutants, ça sert à rien de venir si vous êtes un vétéran, parce que l'objectif c'est que les questions qui se posent puissent servir à un peu toutes les personnes présentes dans la conversation. Tout ça, ça se passera sur Discord, donc je vous invite à aller voir sur Facebook Des Jeux et Dragons, je vous mettrai un lien dans la description. Pour revenir aux questions un peu larges parfois que vous me posez, il y en a une qui m'a été posée récemment, c'est comment tu fais pour faire des PNJ? Cette question, pour y répondre entièrement, je pense qu'il me faudrait plusieurs heures et ce serait certainement pas suffisant, parce que en permanence, j'apprends des nouveaux trucs, donc mes PNJ, je les crée jamais exactement de la même façon. Et même si j'ai une méthode globale, le nombre d'exemples, de cas particuliers, de trucs que je teste, qui foirent et que je fais plus, est juste énorme. Dans cette vidéo, je vais donc vous apporter un premier élément de réponse. Je vais pas entrer dans les détails de la création de PNJ, avec tous les types de PNJ différents, les différents caractères, rôles, etc. Je vais vous expliquer plutôt comment, globalement, moi, j'appréhende la création de PNJ. Vous le savez maintenant, même si parfois j'aime bien me poser des questions un peu compliquées et partir dans des grandes digressions comme je suis en train de le faire ici. J'aime bien analyser des choses en profondeur. Je suis plutôt un MJ qui aime aller vite pour se préparer et j'aime bien faire les choses de manière très pragmatique, c'est-à-dire ne créer que ce dont j'ai besoin. Et donc je vais vous expliquer une sorte de concept qui s'appelle les 3 niveaux de PNJ. Et c'est un truc que j'utilise depuis plusieurs mois, voire un peu plus d'1 an, que j'avais jamais formalisé vraiment, mais que j'applique quand même et qui me permet de préparer mes PNJ. En gros, les 3 niveaux de PNJ, c'est 3 niveaux de complexité dans la préparation du PNJ, 3 niveaux de détail du PNJ. Le premier niveau de complexité, c'est la masse. La masse, ça représente la majorité des PNJ. Ce sont des grands groupes de PNJ, par exemple les habitants d'un village, la garde du village qui est une sorte de masse dans la masse, les membres d'une caravane marchande, c'est une sorte de groupe social en quelque sorte. Et donc pour une masse, je prévois une attitude générale. Je leur prévois quelques problèmes et un mode de vie. Par exemple, pour ma campagne actuelle, j'ai créé le Fort Tourgo. Fort Tourgo, c'est une sorte de colonie qui se trouve dans les terres sauvages où l'armée et quelques colons sont installés. Ils ont fait une sorte de fort, vous savez, à l'américaine, un peu en bois pendant la guerre de sécession, si vous voulez. Et donc tous les colons qui habitent un peu dans ce Fort Tourgo, j'en fais une seule masse avec un caractère de base que j'applique par défaut au PNJ auxquels voudraient s'adresser mes joueurs et pour lesquels j'ai rien prévu. Globalement, ces gens-là, ils sont majoritairement xénophobes et ils sont rebelles envers la couronne, parce que c'est des colons qui considèrent que comme ils sont les premiers arrivés, c'est eux qui devraient pouvoir profiter des terres sauvages qu'ils ont découvertes, et l'armée, etc., qui arrive en seconde vague, ils sont pas trop fans d'eux et ils ont pas trop envie qu'ils leur prennent ce qu'ils viennent d'acquérir. Donc en gros, c'est on était là les premiers, on n'aime pas les autres. Leur problème principal, du coup, c'est l'armée qui arrive sur leur terrain qu'ils avaient découvert les premiers. Leur comportement global, c'est la xénophobie et un peu une sorte d'esprit d'aventure. Et leur mode de vie, globalement, c'est exploiter des mines et installer des fermes sur les territoires qu'ils découvrent. Pour leur donner un peu de profondeur, j'ai aussi ajouté qu'ils sont à peu près solidaires entre eux, c'est-à-dire qu'ils se serrent les coudes justement face à cette adversité qui approche
et qui essaient de bouleverser leur mode de vie. Et j'ajoute aussi que la cellule principale est familiale, c'est-à-dire que c'est des familles qui défendent d'abord leur intérêt, mais qui se mettent en commun pour défendre leur intérêt général. Alors est-ce que ça signifie que tous les PNJ de cette masse, donc tous les habitants de Fort Tourgo sont exactement pareils? Absolument pas. Mais si on les considère justement comme une masse, la majorité d'entre eux se comportent ainsi. Ça me permet de donner un ton à l'endroit où vont arriver les PJ, et une base sur laquelle improviser à chaque fois qu'ils vont vouloir s'adresser à un PNJ random, qui vont dire « Ah, il n'y a pas un marchand de telle chose ». Si je pars du principe qu'il y en a un, je vais dire que globalement, la première chose qu'on voit, c'est qu'il est comme les autres gens avec lesquels il vit. Mais cette base, je vais évidemment diverger de celle-ci et créer des PNJ exceptionnels par rapport à la masse on the fly pendant la partie, pour leur donner de la texture et de la diversité. Ou à l'inverse, je vais peut-être en prendre certains et accentuer encore plus ces traits de xénophobie, de cellules familiales, etc. pour en faire des extrémistes, par exemple, ou des sortes de chefs de file. Donc voilà, dès qu'un joueur va voir un marchand au pif, un garde au pif, je me base sur l'idée que je me suis faite de cette masse à laquelle ce PNJ appartient, et puis je prépare rien de plus pour ça. Alors vous allez me dire, vous non plus, j'imagine que vous préparez pas tous les habitants d'une ville comme PNJ, c'est un peu normal, enfin, c'est un peu du bon sens, mais je pense que c'est important de leur prévoir quand même quelques spécificités, sinon à chaque fois que vos joueurs, enfin que leurs personnages vont se rendre dans une ville, bah, ils vont croiser toujours le même marchand. Alors que si vous réfléchissez plus à chaque ville comme une masse un peu différente avec quelques spécificités, ça va donner de la couleur à l'endroit où ils viennent d'arriver. Si un joueur accroche un peu avec un des PNJ de la masse, lui trouve un nom ou je note son nom à ce PNJ, j'ajoute un petit détail en plus pour le rendre un peu différent. Je note toutes les informations que je vais générer en improvisant pendant la conversation avec le PJ, genre par exemple si mon PJ pose une question à un marchand au pif, est-ce que vous avez une femme? Bah là rapidement je fais tac tac tac, ok bah lui il va avoir une femme, et du coup incarnant mon PNJ je dis oui effectivement j'ai ma femme mais actuellement elle est pas là et blablabla, je le note, et par la suite ce PNJ va peut-être monter d'un niveau et devenir un PNJ mineur. Avant de passer à la suite, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît jusqu'à maintenant et à vous abonner, vous seriez vraiment trop cool. Donc, deuxième rang de PNJ, deuxième niveau, le PNJ mineur. C'est la grande majorité des PNJ que je prépare, parce que la masse, on peut pas vraiment appeler ça de la préparation de PNJ, je prépare plutôt un ensemble de PNJ. Les PNJ mineurs, c'est des PNJ que je vais préparer individuellement et ils représentent, je dirais, 90% des PNJ que je prépare. Ce PNJ mineur de niveau 2 se résume en quelques mots-clés. En gros, au minimum, je lui donne en général un rôle, c'est son moyen de subsistance, un peu par exemple c'est un tavernier, un forgeron, un garde, un noble rentier, un ermite, peu importe. Et je lui donne 2 traits de caractère. Dans ma campagne actuelle, j'ai par exemple le gouverneur Barsila, donc c'est le gouverneur de Fort Tourgo. Il est prudent et craintif. C'est-à-dire qu'il se prépare un peu plus que d'autres, il fonce pas dans le tas. C'est sa manière d'aborder les problèmes en général. Et il est craintif, donc ça veut dire qu'en général il va essayer d'éviter le conflit. S'il faut graisser une patte ou donner un peu d'argent à quelqu'un pour le calmer, il va le faire. Et à l'opposé de ce gouverneur du fort, on a le général Bernardo, lui est un représentant de la couronne qui est pragmatique et rebelle. Donc lui au contraire, quand il voit un problème, il va essayer de trouver la solution la plus directe pour le résoudre, plutôt que de blablater, d'essayer d'éviter de tourner autour. Et il est rebelle, c'est-à-dire qu'il peut prendre des initiatives sans avoir vraiment eu l'autorisation par la couronne. C'est-à-dire qu'une fois sur le terrain, il prend son aise et il résout les problèmes à sa façon. On a aussi le noble Vidus, donc lui, il est élégant et prudent. Un peu comme le gouverneur Barsila du coup. C'est-à-dire qu'ici, ça veut plutôt dire qu'il va se cacher, etc. Il est un peu lâche et il calcule un petit peu le risque et la récompense en général dans chaque situation. Et l'élégance pour lui, c'est ce qu'il y a de plus important. Il est là pour trouver des bonnes images, il a amené une sorte d'appareil photo qu'il a fabriqué. Donc c'est un peu un personnage rigolo, un peu à la Jasquier dans The Witcher. Il suit les personnages, il les prend en photo quand ils font une belle prise dans la jungle, quand ils découvrent un truc cool. Donc, vous voyez, chacun de ces PNJ, au final, il a juste un rôle. Ensuite, il a une petite description physique. En général, je fais un petit dessin en 30 secondes. Et il a 2 gros traits de caractère que je m'impose de suivre, parfois même d'exagérer. J'essaie pas de me mettre à la place du PNJ, parce que sinon, ils risqueraient de tous ressembler, s'ils réagissaient tous comme moi, avec ma rationalité, mes idées, etc. Donc au contraire, j'essaie d'avoir 2 mots-clés que je suis tout le temps, pour que ce PNJ soit vraiment identifiable et unique. Parfois, je développe un peu plus le PNJ mineur, je vais donner un peu plus de complexité, mais uniquement si je sais qu'il va être un élément central de l'intrigue. Car oui, si je prépare aussi peu de choses, c'est parce que je ne sais pas si mes joueurs vont s'intéresser à mes personnages. Et comme je joue un peu de manière bac à sable, j'essaie de pas trop développer les trucs. En fait, je ne les développe qu'à partir du moment où mes joueurs s'y intéressent. Donc de base, les PNJ mineurs sont un peu des électrons libres. De temps en temps, ils vont être un peu proactifs, mais rarement beaucoup. Et donc je prépare quasi rien. Et parfois, ils vont être un peu upgradés, sans passer au niveau 3, dont on parlera après. Ils vont devenir des PNJ mineurs centraux. Et là, je vais ajouter des ingrédients au fur et à mesure pour les améliorer d'une partie sur l'autre. Et aussi, à partir du moment, du coup, où un de mes joueurs s'intéresse à un PNJ et que je le
développe, ce PNJ va devenir de plus en plus proactif en général. C'est-à-dire que les autres PNJ vont généralement pas aller vers les joueurs, à moins que, entre guillemets, ils leur donnent des quêtes, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ils fassent partie des moteurs de l'histoire. Mais ils sont assez rares, ces personnages moteurs. Je préfère que ce soit mes joueurs qui essayent de faire des trucs et que ça crée des histoires plutôt que de leur en imposer. Par contre, dès que mes joueurs s'intéressent à un PNJ, celui-ci devient plus important et devient proactif et entre dans l'intrigue. Ça devient un PNJ central. Il va aller vers les PJ, il va peut-être les capturer, les inviter, il va leur proposer de travailler ensemble, etc. Et donc à partir de ce moment-là, en général, ce PNJ mineur, je vais lui ajouter des caractéristiques supplémentaires que je trouve essentielles, c'est-à-dire un objectif et une vision du monde. On a déjà parlé dans d'autres vidéos concernant la création de PJ, que je vous invite à aller voir parce que je développe un peu plus ces aspects. Ça doit m'aider à l'incarner et ça doit donner d'autres leviers justement aux joueurs pour interagir avec lui. Et optionnellement, s'il continue de s'intéresser à un PNJ, je vais réfléchir, une petite histoire pour le PNJ, je vais lui inventer un passé. Mais en général, je le fais en pleine partie. C'est-à-dire que j'attends que mes joueurs, ou plutôt leurs personnages, posent des questions à ce PNJ. Et là, je me dis, lui, en fait, sa vie, il y a ça. Et je note tout. Je note absolument tout parce qu'il faut pas que je l'oublie pour la prochaine fois, ou j'essaie de le faire au maximum, en tout cas. Et en fait, le PNJ se développe au fur et à mesure des conversations. Parfois aussi, je vais donner à un PNJ quelques statistiques chiffrées. Si par exemple, j'envisage qu'il va y avoir une sorte de compétition entre lui ou les PJ, ou qu'il va y avoir un combat, quelque chose comme ça. Parfois, je vais le décrire davantage physiquement pour qu'il attire plus l'attention. Parce que je sais que je vais en faire quelque chose d'un peu plus important qu'un PNJ normal. Et du coup, je vais faire un tout petit dessin, comme je vous disais, en 20 secondes de la tronche du PNJ, et puis je pourrais même la montrer à mes joueurs comme ça. Là, vous dites peut-être que c'est très brouillon, mais en fait, c'est tout à fait le cas. Vous avez raison, c'est très brouillon parce que tout ça, pour moi, c'est optionnel. On pourrait dire que c'est différentes couches de peinture que je vais appliquer sur un PNJ en fonction de son importance. Et toujours uniquement en fonction de ce dont j'ai besoin. Tout le reste, je l'improvise pendant la partie. Ou alors, je l'ajoute à posteriori, par rapport à l'intérêt des joueurs, ou à mon propre intérêt pour ce personnage aussi parfois. Il reste une catégorie supplémentaire de PNJ, le PNJ de rang 3, le PNJ niveau 3, le PNJ majeur. En fait, le PNJ majeur, c'est le plus rare. Dans ma campagne actuelle, je n'ai joué que 2 séances pour l'instant, et il n'y a pas de PNJ majeur pour l'instant. Parce que je fais un truc complètement bac à sable, tout simplement. Dans ma campagne précédente, par contre, j'en avais plusieurs que voici. Tadam! Alors là, il y en a beaucoup. Vous voyez, ils sont légèrement plus développés que ceux dont je vous ai parlé avant, qui avaient juste des mots-clés. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une apparence, une occupation, un objectif. Ils sont un tout petit peu plus détaillés. Des fois, ils sont recto-verso. Pour certains d'entre eux, je fais carrément une page A4 entière, mais c'est très rare. En général, ça va être vraiment le big méchant, ou alors le mentor des joueurs, un personnage vraiment central dans l'histoire. Et donc, ces PNJ majeurs, là, que j'ai, qui forment une sorte de petit deck, c'est les seuls pour lesquels j'écris des phrases. Donc, ça peut aller, voilà, une petite carte à une page entière. Ces PNJ majeurs, ce sont les plus importants. C'est donc ceux qui vont être forcément proactifs dans l'histoire. En fait, c'est ceux qui, dans les coulisses, quand les PJ sont pas là, continuent de vraiment faire quelque chose qui va modifier l'histoire, et du coup, justement, les PJ doivent faire des choix en fonction de ces personnages. Et donc, si je prépare autant de choses pour eux, et vous voyez que ça reste quand même assez léger, parce que je sais que c'est des personnages qui vont être utiles parce que j'ai réfléchi à une grande intrigue. Et donc, pour ces personnages-là, j'applique toutes les couches de peinture précédentes. En fait, tout ce qui était des petits trucs optionnels que j'ajoute selon mes besoins aux autres PNJ, pour eux, je leur fais tout. Je leur donne une image, j'essaie de bien les couvrir pour pouvoir bien les cerner, pour pouvoir les appréhender au maximum et faire en sorte qu'ils interagissent et agissent, surtout, sans l'intervention des PJ. Et parfois, j'ajoute même des trucs supplémentaires par rapport à ce dont on a parlé avant. Si je vais faire de la politique, je crée parfois un petit schéma des relations entre les familles ou entre les personnages avec des flèches qui montrent, lui, il aime bien lui il aime pas lui il a trompé machin avec truc. Pour ma campagne précédente, par exemple, c'était le cas. J'avais fait une petite fiche récap un peu cool pour tous mes joueurs avec toutes les familles pour qu'ils s'y retrouvent mieux au départ. Et moi, derrière, j'avais une sorte de mind map qui reliait les différentes instances politiques. Mais si vous voulez que je vous dise toute la vérité, toutes ces fiches ne m'ont servi à rien une fois que la campagne a démarré. En fait, ça m'a juste aidé à structurer ma pensée au début. Par la suite, j'étais, comme j'avais travaillé sur ces personnages, que je les avais imaginés jour après jour et de partie en partie, j'avais en fait plus besoin d'utiliser ces petites fiches, et à la limite j'y retournais juste quand je voulais une petite précision, un truc comme ça. Il y avait plein de choses que j'avais écrites sur ces fiches, par exemple des petites histoires, des anecdotes et tout, qui ont servi à rien, voire même que j'ai enlevé parce que tout simplement je trouvais que c'était plus cohérent avec l'histoire, et je me suis dit tant que je n'en ai pas parlé autour de la table, ça n'existe pas dans l'histoire qu'on a créée avec mes joueurs. En fait, vos joueurs et leurs personnages ne savent que ce que vous leur dites, et ça c'est extrêmement important de s'en souvenir.
C'est-à-dire que les seules choses qui sont canon dans votre histoire, c'est ce qui s'est passé pendant la partie. Et donc du coup, si vous avez commencé à réfléchir à toute une histoire méga compliquée et que vos personnages s'en foutent, n'essayez pas forcément de les ramener vers cette histoire, trouvez autre chose, quitte à abandonner cette histoire. Et là, je sais que ça peut vous faire mal au cœur. Moi aussi, ça m'a déjà fait un peu mal au cœur d'abandonner un truc que j'avais préparé, mais je me suis rendu compte que si je veux accrocher mes joueurs, il faut que je leur tende plein de perches et que je valorise les perches qu'ils saisissent. Et du coup, j'essaye de pas trop créer de choses à l'avance. Je ne vous dis en aucun cas que se préparer ne sert à rien. Moi, je suis pas un maître de jeu full improvisation qui fait que de l'improvisation. C'est-à-dire que je prépare des choses en amont, très légèrement, et je les développe une fois qu'il y a un intérêt réel à les développer. Et quand je prépare un truc un peu plus en profondeur, ce qui m'arrive aussi, comme je vous disais, avec les PNJ majeurs, j'essaye de me limiter à des mots-clés, etc. Parfois, j'écris des phrases, mais en général, ça me sert surtout à imprimer l'image que je me fais du PNJ dans ma tête, ou encore justement de faire sortir des idées que j'ai en tête pour qu'elles arrêtent de tourner en boucle. Mais en réalité, une fois que j'ai écrit le truc, en général, je le relis jamais. Ou une fois en milieu de campagne, parce que je veux me rappeler d'un truc. Écrire, ça rassure, ça permet de consulter ces petites préparations de temps en temps, de se dire qu'on a tout prévu. Mais la réalité, c'est qu'une fois que vous avez gambergé un peu, votre cerveau est une machine formidable, et vous n'avez pas besoin d'avoir en permanence une feuille recto-verso de lore par PNJ. Donc si vous voulez jouer, je vous conseille plutôt de faire des trucs légers, plutôt que de vous dire « Ok, il faut que je prévoie absolument tout sur ce PNJ, notamment son groupe sanguin en cas de transfusion. » En tout cas, c'est mon avis. Et peut-être que vous dites que je suis pas allé assez en profondeur dans la création de PNJ, mais pas de panique, je ferai sûrement d'autres vidéos sur la création de PNJ avec des exemples. Je créerai peut-être un PNJ un jour, un guide avec plein d'outils pour créer des PNJ, j'en sais rien. Mon objectif ici, c'était surtout de vous aider à mettre le pied à l'étrier, en vous donnant 2 conseils que moi j'applique tout le temps. De préparer que ce dont je suis sûr d'avoir besoin, et le résumer au maximum en mots-clés pour que ce soit facile à consulter. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, ça aide énormément cette chaîne. Aussi, abonnez-vous et mettez la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et dites-moi dans les commentaires comment vous créez vos PNJ, à quel point vous les préparez, et si vous êtes MJ débutant, je vous invite à vous rendre sur notre site www.lebonmj.com où vous allez trouver un guide avec des conseils pour créer votre premier scénario de manière assez pragmatique, assez rapide comme je viens de vous le dire, mais aussi des conseils pour trouver des joueurs, pour convaincre des potes qui sont autour de vous de s'essayer au jeu de rôle, pour trouver du matériel, des conseils globaux pour démarrer et faire votre première partie en tant que maître du jeu débutant. Sur ce, je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Le Bon MJ.